Merci d'être au rendez-vous d'Économie le Max sur i24 News. Au sommaire de cette édition, le monde peut-il s'unir contre le financement du terrorisme ? Les attentats de Paris ont chamboulé l'ordre du jour du sommet du G20 qui s'est clôturé hier en Turquie. Des mots forts, des engagements, mais dans les actes, de quels moyens les États sont-ils prêts à se doter pour mieux contrôler les flux financiers suspects ? C'est le dossier du jour, on y revient dans un instant. Et puis la solidarité après la douleur, record absolu pour la 155e vente des hospices de Beaune, 11,3 millions d'euros au total pour la plus grande vente viticole de charité au monde. Les sommes récoltées pour la pièce des présidents, près de 500 000 euros, seront consacrées aux victimes de Paris. Les personnalités étaient présentes, comme vous le verrez en fin d'édition. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Un passage d'abord par la case actualité du jour avec les déclarations claires ce matin de Manuel Valls qui a confirmé que les engagements budgétaires de la France seraient forcément dépassés en raison des impératifs sécuritaires. La sécurité d'abord, la réduction des déficits ensuite. On rappelle que Bruxelles exige de Paris un retour à moins de 3% de déficit public en 2017. Objectif compromis avec l'annonce du déblocage de plusieurs centaines de millions d'euros au profit de l'ensemble des forces de sécurité. Le Premier ministre inscrit donc dans le sillage de François Hollande qui expliquait hier devant le Congrès que le pacte de sécurité l'emportait sur le pacte de stabilité. On écoute Manuel Valls qui s'exprimait au micro de France Inter ce matin. Les engagements européens de la France seront tenus ou ils seront légèrement dépassés ou... Ils seront forcément dépassés puisque ces moyens que nous allons mettre au service des forces de sécurité ne se feront pas au détriment des autres budgets. Nous devons l'assumer et l'Europe doit le comprendre. Il est temps aussi que l'Union européenne, que la Commission comprenne aujourd'hui que c'est un combat qui concerne la France, mais qui concerne aussi l'Europe. Voilà, et même son de cloche du côté de Londres, où David Cameron a annoncé hier un renforcement drastique des dispositifs de sécurité, plus 15% pour les effectifs du personnel de renseignement, les agences MI5 et MI6, doublement aussi des dépenses de sécurité aérienne, 3 milliards de dollars supplémentaires pour les forces spéciales sur 5 ans. Le Premier ministre britannique estime que la menace qui pèse sur son pays est élevée et la lutte se joue aussi sur le terrain de la technologie. Nous devons faire plus pour nous assurer que nos organismes ont les ressources et les informations dont ils ont besoin pour prévenir et déjouer les complots contre notre pays à chaque étape. Nous ferons un investissement supplémentaire et important pour nos agences de renseignement de classe mondiale. Cela inclut plus de 1900 agents supplémentaires et plus de fonds pour accroître notre réseau d'experts antiterroristes au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. Nous allons également plus que doubler nos dépenses de sécurité aérienne à travers le monde avec des experts présents dans les pays les plus vulnérables. Les pouvoirs que nous donnons à nos services de sécurité doivent aussi être adaptés aux évolutions technologiques. En Europe, toujours cette bouffée d'oxygène pour les finances grecques. Athènes et ses créanciers internationaux sont parvenus à un protocole d'accord qui devrait permettre le déblocage d'une nouvelle tranche d'aide, 2 milliards d'euros plus 10 milliards en faveur de la recapitalisation du secteur bancaire du pays. Les deux parties se sont donc entendues sur la série de réformes soumises par le gouvernement de Tsipras en échange de cette aide. Les sommes seront versées après validation de ce compromis par le Parlement grec et par l'Eurogroupe. Un mot également du marché automobile européen avec un coup de frein à sa croissance, plus 2,9% au mois d'octobre sur un an pour les immatriculations, 1,1 million de véhicules vendus au sein de l'Union contre une hausse de 9,8% en septembre. Il s'agit tout de même du 26e mois consécutif de croissance pour le secteur. Dans le détail, la demande reste bien orientée en Italie et en Espagne, beaucoup moins au Royaume-Uni. Côté constructeur, Volkswagen reste numéro 1 sur le continent, 25% de part de marché, malgré un recul de ses ventes le mois dernier de 0,5% à la suite bien sûr du scandale des moteurs truqués. Dans l'actualité également, les grands sommets qui se succèdent après le G20 dont on va parler, c'est l'APEC qui réunit ses leaders à Manille aux Philippines aujourd'hui et demain. L'APEC, coopération pour l'Asie-Pacifique, rassemble une vingtaine de pays dont les États-Unis, Chine, Japon ou Canada et représente 57% de la production mondiale, 46% des échanges. La rencontre de cette année se tient sur fond de tensions entre Pékin et ses voisins dont le Vietnam, la Malaisie et les Philippines autour de la mer de Chine méridionale. Vous avez pu apercevoir l'arrivée de certains chefs d'État, c'était tout à l'heure.
Un détour aussi par Washington où le TPP, l'accord de libre-échange transpacifique conclu il y a un mois, ne passe toujours pas pour une partie de la population. Vous le voyez, des manifestations ont eu lieu hier dans la capitale américaine pour dénoncer, en marge donc du sommet de l'APEC, ce traité qui concerne 40% du commerce mondial et qui est présenté par ses détracteurs comme une menace pour l'environnement, le droit des travailleurs et la sécurité alimentaire. Et puis tout va bien pour EasyJet qui a publié ce mardi un profit annuel net en hausse de 22%, 777 millions d'euros. La compagnie aérienne low cost a vu son chiffre d'affaires progresser de 3,5% à 6,65 milliards d'euros. Et pour fêter ces résultats, EasyJet a annoncé tout à l'heure une commande pour 36 Airbus A320, donc une trentaine de nouvelles générations pour un total de 3,8 milliards de dollars. Allez, on ouvre le dossier du jour. Les chefs d'État du G20 étaient réunis en sommet dimanche et lundi en Turquie, dans la foulée des attentats de Paris. Ce groupe de pays qui pèse 85% du PIB mondial semble avoir pris la mesure de la menace terroriste désormais planétaire. Parmi les engagements fermes et pris à l'unanimité, la traque des flux financiers suspects. Elle passera évidemment par une meilleure circulation des informations entre les États, la mise en place également de nouvelles réglementations. Économie et sécurité n'ont peut-être jamais été autant liées. Johanna Citruc. C'est à Antalya, en Turquie, qu'ils s'étaient donné rendez-vous pour leur nouvelle réunion annuelle. Les chefs d'État et de gouvernement du G20. 48 heures de discussion, 2 jours seulement après les attentats de Paris. À plusieurs reprises, les dirigeants des économies les plus puissantes de la planète ont rendu hommage aux victimes françaises. Ces instants douloureux nous montrent que nous ne pouvons pas ignorer le lien entre l'économie et la sécurité. Si le G20 s'intéresse d'abord à l'économie, il n'est pas sans considérer la politique, le social et les problèmes culturels. De surcroît, il n'est pas sans considérer la valeur de la vie humaine. Et c'est justement via l'économie que les dirigeants ont l'intention de renforcer la sécurité. Comment ? En s'attaquant aux canaux de financement du terrorisme. Il faut que ce soit d'abord une volonté partagée par tous. La volonté de faire en sorte qu'on mette les moyens, on prenne les techniques nécessaires pour repérer des mouvements qui peuvent apparaître comme des mouvements anormaux, que ce soit des mouvements de grosses sommes d'argent ou que ce soit même des mouvements de petites sommes d'argent. Donc il nous faut agir ensemble pour avoir les mêmes règles, les mêmes méthodes, échanger les informations entre nous. Pour superviser les efforts de chaque État, les dirigeants ont fait appel au GAFI, le groupe d'action financière. Il s'agit d'un organisme intergouvernemental créé en 1989 et composé de 35 pays membres. Un rapport sera remis début 2016. Parallèlement, le G20 s'est engagé à renforcer la sécurité dans les aéroports du monde entier. Il prévoit d'offrir une aide à la fois technique et financière aux pays les plus touchés par le terrorisme. Nous avons besoin de normes de sécurité robustes et valables dans tous les aéroports du monde et nous devons fournir une aide technique et financière aux pays particulièrement exposés. Le Royaume-Uni va au moins doubler ses dépenses pour la sécurité aérienne durant cette législature pour être sûr de pouvoir contribuer au renforcement de la sécurité aérienne mondiale. Mais le G20 a aussi fait un pas supplémentaire dans la lutte contre l'évasion fiscale, avec l'adoption du plan conçu par l'OCDE. Objectif : empêcher les multinationales d'échapper aux impôts, grâce à des stratégies fiscales parfois très sophistiquées. Enfin, les chefs d'État et de gouvernement des pays les plus riches ont abordé le sujet des migrants. Ils ont rappelé au monde entier la nécessité de partager la gestion de cette crise. Beaucoup de dossiers brûlants sur la table des grands leaders internationaux. On va bien sûr se pencher aujourd'hui sur celui de la lutte contre le financement du terrorisme avec notre invité Laurent Atuel. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes analyste économique. Alors on a parlé hier dans le Mag-Eco des multiples sources de financement d'organisations telles que l'État islamique. D'abord, pour rappeler un peu de quoi on parle, le financement aujourd'hui du terrorisme est une nébuleuse, c'est un système complexe à plusieurs têtes. C'est un système complexe et double. L'argent est une fois de plus le nerf de la guerre.
Daesh, on considère que Daesh contrôle une partie de la production pétrolière syrienne, 70% de la production pétrolière syrienne, 60% de la production de blé en Irak, une grande partie de la production de coton. Daesh exporte et vend ses produits à travers la frontière turque, qui est un problème majeur. Il y a une tradition de contrebande illicite entre la Syrie, l'Irak et qui passe par la frontière turque. Donc Daesh récupère cette manne financière, premier point. Deuxième point, Daesh est un État dans l'État. Il lève l'impôt comme tout État. C'est une première pour un groupe. C'est la première fois qu'on a une organisation aussi puissante financièrement. On parle de 2000 milliards de dollars de manne par an. Daesh lève l'impôt comme tout État. C'est une vraie organisation, c'est un vrai problème. Elle contrôle des régions entières. Donc il y a deux faces. Il y a les sources de financement des grandes organisations en amont, et puis en aval, le cheminement de ces fonds jusque dans les cellules, les petites cellules implantées partout dans le monde. Donc c'est deux stratégies distinctes qu'il faut adopter d'après vous ? Distinctes, oui. Stopper ces exportations, ces flux physiques. Deuxièmement, stopper ces flux financiers. On considère que Daesh contrôle 130 banques, toutes ces banques locales en Syrie, en Irak, mais aussi c'est contrôler l'ensemble des flux financiers mondiaux. Vous savez, dans le cadre de la lutte contre l'évasion fiscale, tout virement au-dessus de 10 000 euros était contrôlé. Maintenant, il faut mettre en place, on parle de mettre en place les virements en dessous de 10 000 euros. Et ça, c'est à cause du terrorisme qu'on met ça en place. À cause les outils qu'on a mis en place pour lutter contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale doivent être améliorés pour mettre en place, pour lutter le financement de ces organisations terroristes, donc des virements en dessous de 10 000 euros, mais aussi Daesh utilise des moyens technologiques tels que des moyens de paiement tels que PayPal, tels que Bitcoin, cette monnaie virtuelle sur Internet. Donc Daesh utilise ces nouvelles technologies pour... Donc c'est là-dessus que ça joue, c'est sur la technologie pour mieux contrôler ces flux. Ça se joue sur la technologie et ça se joue comme d'habitude sur une vraie volonté des pays de contrôler les flux financiers qui circulent à travers le monde. C'est des échanges d'informations entre toutes les banques mondiales. C'est un contrôle des flux financiers donc, qui arrivent à cette organisation qui doivent être mis en place. Alors au G20, on a parlé de Gafi, c'est un élément clé du dispositif global qui a été créé il y a 25 ans à peu près pour lutter contre le blanchiment. Faire circuler, c'est le but, faire circuler les informations. Est-ce que c'est avant tout une question de confiance entre les États, entre des pays comme la Turquie, la Russie et les États-Unis qui ont des intérêts très distincts ? Les intérêts, c'est une question de confiance, David, bien sûr. Les intérêts sont divergents. Peut-être qu'ils vont trouver, dans le combat du terrorisme, ils vont trouver des intérêts convergents. Le G20 s'est engagé à traquer à l'unanimité ces flux financiers suspects. Maintenant, il faut utiliser, on parle d'utiliser Gafi, qui est le groupe d'action financière qui a été mis en place il y a 25 ans pour lutter contre le blanchiment d'argent. C'est un outil qui peut être très très efficace. Cependant, Gafi, pour l'instant, n'a pas de pouvoir de sanction. Elle a juste un pouvoir de recommandation. Donc ensuite, si elle recommande de mettre en place certains outils en place, il faut les faire voter au niveau, par exemple, de la zone européenne, des directives européennes. Donc c'est un processus qui est lourd. Il faut une vraie volonté politique. Ouais. Il faut une vraie volonté politique pour arriver à contrôler ces flux financiers. Il faut un échange d'informations. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le nerf de la guerre contre le terrorisme, c'est l'échange d'informations entre la Turquie, entre la Syrie, entre la Chine, entre les États-Unis, entre l'Europe. C'est un échange d'informations, c'est un travail d'ensemble qu'il faut le mettre en place. Donc, transparence et contrôle, les mots d'ordre donc pour le financement du terrorisme et l'évasion fiscale aussi. Et le blanchiment, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Laurent Hatchwell pour toutes ces explications. Merci David. Allez, on va s'intéresser maintenant à une vente aux enchères qui s'est transformée dimanche en un vaste élan de générosité, de solidarité. C'est sous l'égide de la maison Christie's que se déroulait la 155e édition de la vente des Hospices de Beaune. Un peu moins de 600 tonneaux de 220 litres chacun de vin qui ont rapporté au total plus de 11 millions d'euros, dont 480 000 pour la seule pièce des présidents. C'est un record. Il sera mis au profit notamment des victimes des attentats de Paris. Le récit avec Laura Duhamel. Aux Hospices de Beaune, malgré la douleur des attentats de Paris, des drapeaux en berne, la plus grande vente viticole de charité au monde a bien eu lieu dimanche. Une pièce a été vendue 480 000 euros. Un record sans précédent. C'est assez beau qu'aujourd'hui, une femme, une Française, visiblement, dont on ne connaît pas l'identité, mais qui est une femme concernée comme nous par tout ça, ait eu ce geste incroyable de générosité. Et de 480 000 euros, c'est un record et c'est formidable
pour les chercheurs et aussi bien sûr pour les familles de victimes. Le précédent record remontait à 2010, il était de 400 000 €. Sous l'égide de la maison d'enchères Christie depuis 2005, les enchères de Beaune proposent cette année 575 pièces de vin de 48 cuvées différentes, contre 534 l'an dernier. Signe que le commerce du vin se porte bien en France. Les prix flambent, c'est clair. La qualité est super en 2015, sans doute. Il n'y a pas beaucoup de vin et maintenant le hospice est presque un brand, une marque pour la Bourgogne. Donc c'est une bonne cause, en plus c'est charité. Donc l'économie est forte et donc tout va bien. Cette année, une ambiance particulière régnait à Beaune. Si la vente a été maintenue, la plupart des événements festifs qui l'entourent ont été annulés. Et comme un peu partout en France et dans le monde, la Marseillaise a résonné, avec ferveur. Toujours pesante évidemment aux quatre coins de l'Hexagone. C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec entre autres le sommet de l'APEC, l'Asie-Pacifique, qui se réunit donc ces jours-ci aux Philippines. Restez avec nous, l'information continue sur i24 News.